Bienvenue dans cette série estivale du podcast par le Petit Bout du Mythe, consacrée aux jeux dans l'Antiquité. Quand on pense au sport dans l'Antiquité, on pense souvent aux Jeux Olympiques, qui se déroulaient tous les 4 ans. Pourtant, ces jeux n'étaient pas les seuls dans l'Antiquité. Laissez-moi vous faire découvrir d'autres jeux, et surtout les mythes qui leur sont associés. Aujourd'hui, l'épisode 3 sur les jeux panhelléniques, les jeux néméens à Némée. L'année après les Jeux Olympiques se tiennent les Jeux néméens. Leur nom est assez clair, ils se déroulent dans la cité de Némée, mais ils sont bien vite déplacés à Argos, non loin, avant d'être de nouveau implantés sur leur cité d'origine. Et lorsqu'on parle de Némée, un mythe principal vient en tête. Vous avez certainement pensé au lion de Némée. Il s'agit d'un terrible monstre, fils d'Échidna et d'Orthos, un chien à 2 têtes appartenant au géant Gérion, ou bien fils de la chimère avec ce même chien. Apollodore nous rapporte aussi qu'il peut être enfant de Typhon. Dans tous les cas, ce lion gigantesque est le fruit d'amour entre deux monstres, quels qu'ils soient. Il est élevé par la déesse Héra et terrorise la région de Némée. L'oracle de Delphes a annoncé à Héraclès qu'à l'accomplissement des travaux demandés par le roi Eurysthée, roi de Tyrinthe, il accéderait à l'immortalité. Laissons donc Apollodore parler d'un personnage bien secondaire. À ces mots, Héraclès alla à Tyrinthe et accomplit ce que lui commandait Eurysthée. En premier lieu, Eurysthée lui ordonna de rapporter la peau du lion de Némée. C'était un animal invulnérable engendré par Typhon. En route pour attaquer le lion, Héraclès arriva à Cléonaï. Il y est l'hôte d'un pauvre travailleur, Molorchos. Comme son hôte voulait sacrifier une victime, il lui dit d'attendre jusqu'au 30e jour. S'il revenait sain et sauf de la chasse, de sacrifier la victime à Zeus Sauveur. S'il mourait, de la lui offrir comme à un défunt héroïsé. Arrivé à Némée, il chercha le lion et commença par lui tirer des flèches. Quand il comprit que l'animal était invulnérable, il brandit sa massue et se lança à sa poursuite. Le lion se réfugia dans une grotte à 2 entrées, Héraclès en boucha une et, par l'autre, il entra attaquer la bête. Il lui mit le bras autour du cou et maintint la bête étranglée jusqu'à ce qu'il l'eût étouffée. Puis il la mit sur ses épaules et la rapporta à Cléonaï, y trouvant Molorchos qui, arrivé au dernier jour d'attente, s'apprêtait à lui offrir un sacrifice comme à un mort. Il sacrifia à Zeus Sauveur et ramena le lion à Mycène. Eurysthée, stupéfait de sa bravoure, lui interdit pour l'avenir l'entrée de la ville et lui ordonna d'exposer ses trophées à l'extérieur des portes. On dit que, dans sa peur, il fit même installer sous terre une jarre de bronze pour s'y cacher, et qu'il envoya ses ordres à Héraclès pour les travaux par l'intermédiaire d'un héros, Copreus, fils de Pélops d'Élis. La version d'Apollodore s'arrête ici, mais il existe une suite mentionnée uniquement dans un commentaire des Géorgiques de Virgile. Le grammairien Probus, de son nom latin Marcus Valerius Probus, nous apprend que c'est à la suite du sacrifice opéré par Molorchos qu'Héraclès institua les Jeux néméens, tout en précisant qu'ils ont été renouvelés par 7 hommes qui cherchaient à regagner Thèbes. Voilà une transition toute trouvée pour évoquer le second mythe fondateur des Jeux néméens. Nous nous situons à Thèbes, après qu'Édipe a appris qu'il avait tué son père et épousé sa mère, et après qu'il s'est exilé à Colone, près d'Athènes. Le pouvoir devait revenir à ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner l'un après l'autre, 1 an chacun. Éthéocle, l'aîné, prend le pouvoir le premier. À la fin de la première année, il refuse de laisser le trône à Polynice, qui se dirige chez Adraste, à Argos, tout près de Némée, pour lever une armée. Cette armée compte en tout 7 chefs, dont les noms varient selon les auteurs. Elle s'arrête dans le bois de Némée pour s'abreuver. Et voici ce qu'en raconte Apollodore. Arrivé à Némée, dont le roi était Lycurgue, les 7 cherchaient de l'eau. Hypsipyle les conduisit à la fontaine, en abandonnant Opheltès, l'enfant en bas âge d'Eurydice et de Lycurgue, qu'elle élevait. Car lorsque les Lemniennes s'étaient aperçues que Thoas avait été épargné, elles l'avaient tué et avaient vendu Hypsipyle au loin. C'est pourquoi elle servait chez Lycurgue comme esclave achetée.
Pendant qu'elle monterait la source, l'enfant, abandonné sans surveillance, fut tué par un serpent. Adraste et ses compagnons surviennent, tuent le serpent et ensevelissent l'enfant. Amphiaraos leur dit que ce signe annonçait ce qui allait arriver, et ils nommèrent l'enfant Archémoros. En son honneur, ils instituèrent les Jeux Néméens, où les vainqueurs furent Adraste à la course de chars, Éthéoclos à la course à pied, Tidée à la boxe, Amphiaraos au saut et au disque, Laodocos au javelot, Polynice à la lutte et Parthénopaios à l'arc. Le fabuliste Hygin donne tout de même quelques détails sur la crainte d'Hypsipyle de poser l'enfant à terre. Il nous dit qu'un oracle avait recommandé au roi d'éviter de poser l'enfant à terre avant qu'il puisse marcher. Et le récit d'Hygin comme celui d'Apollodore sont extrêmement courts. Nous avons conservé une épopée qui développe cette histoire sous la plume du poète latin Stas, dans la Thébaïde. Et il fait parler longuement Hypsipyle. Celle-ci raconte sa vie sur l'île de Lemnos, sa rencontre avec Jason, ainsi que la raison de son statut d'esclave alors qu'elle est fille du roi de l'île. Et surtout, Stas décrit longuement les jeux funèbres que donnent les Grecs en l'honneur de la mort d'Archémoros. Voici un extrait mettant en avant le serpent et les pleurs d'Hypsipyle. Tandis que l'exilé de Lemnos recommence son récit devant les rois de Lerne et adoucit sa détresse par une longue plainte, elle oublie, tel fut l'arrêt des dieux, son nourrisson resté seul. Lui, les yeux lourds, la tête languissante, tombe dans les herbes touffues et, là finalement de ses jeux enfantins, il se laisse aller au sommeil, la main serrée encore sur le gazon qu'il avait pris. Cependant, un serpent né de la terre, terreur et malédiction de la forêt achéenne, se lève dans la plaine, étire avec souplesse sa masse énorme et laisse ensuite ses anneaux traîner derrière. Ses yeux luisent d'une couleur livide, un venin gonflé d'une écume verdâtre remplit sa gueule, où vibre une langue à 3 fourches entre 3 rangées de dents crochues, et son front doré se dresse, orgueilleux et cruel. Il se traîne à travers les étangs, les lacs altérés et les fontaines qui tarissent, erre dans les vallées vidées de leurs fleuves et, dans son désarroi, tantôt il renverse la tête pour laper l'air fluide, tantôt il rase les plaines gémissantes et se penche sur la terre où il reste attaché en quête du suc des plantes verdoyantes. Mais l'herbe tombe, atteinte par son haleine chaude, partout où il se tourne, et ses sifflements sont mortels pour la campagne. Sa taille est celle du serpent qui, depuis le chariot de l'ours, divise le ciel et atteint même les régions des Notus en s'allongeant vers un autre hémisphère. Mais quel est le dieu qui te désigna, pauvre petit, pour porter le fardeau d'une pareille destinée? Est-ce toi qui, tout juste parvenu au seuil premier de la vie, tombes sous un tel ennemi? Ou bien ta mort devait-elle, dans les siècles à venir, rendre ton nom sacré chez les peuples de Grèce et digne d'une si grandiose sépulture? Tu péris, enfant, du coup dont affleurent les derniers replis de l'animal inconscient. Tout de suite le sommeil fuit tes membres, et tes yeux ne s'ouvrirent que pour mourir. Toutefois, un cri de mort et d'épouvante a rempli les airs, puis la plainte expira, la bouche devint muette. Hypsipyle l'a entendue et, défaillante, se hâte de ses jambes tremblantes qui retardent sa course. Déjà sûre d'un malheur que son cœur presse, elle porte partout ses regards, parcourt tous les lieux, les interroge, ne cesse d'appeler vainement l'enfant des noms qu'il connaît. Il n'est nulle part. Les prairies n'ont pas gardé de traces récentes. Son ennemi, nonchalamment couché et ramassé sur lui-même en un cercle verdâtre, remplit un espace immense, et sa tête repose encore sur son ventre de biais. À cette vue, la malheureuse saisie d'horreur pousse un long cri dont retentit la forêt profonde. Mais lui, nullement terrifié, ne bouge pas. Ses hurlements désespérés ont frappé les oreilles des Argiens. Tout de suite, sur l'ordre de son chef, le cavalier arcadien, plein d'ardeur, part d'un trait et rapporte ce qui s'est passé. Alors seulement, à la vue des armes étincelantes et aux clameurs des guerriers, la bête farouche soulève sa nuque couverte d'écailles. Hippomédon, par un puissant effort, saisit un roc dont on se sert pour borner les champs, se dresse de toute sa hauteur et le projette dans l'espace comme ces quartiers de pierre qu'on lance en les faisant tourner, parfois en temps de guerre, et qui bondissent sur les portes closes. Mais cet exploit héroïque demeure vain. Déjà le serpent, repliant en arrière son cou flexible, avait laissé le projectile épuiser sa course. La terre en résonne, et les denses réseaux de branches se brisent en morceaux dans la forêt inaccessible. « Tu n'échapperas jamais à mes coups !» crie Capané qui s'avance à son tour, armé d'un long javelot. « Que
Que tu sois l'hôte féroce de ce bois d'épouvante, ou que les dieux fassent de toi leur délice, oui, les dieux, je le souhaite, quand bien même tu porterais sur ses membres un géant pour m'attaquer. L'épieu vole en vibrant, pénètre dans la gueule béante du monstre et coupe les rudes attaches de sa langue à trois fourches, puis, traversant la crête hérissée et la superbe tête toute dressée, il en ressort souillé des humeurs impures du cerveau et se fixe profondément dans le sol. À peine la douleur a-t-elle parcouru toute la longueur de son corps qu'il s'enroule rapidement autour du trait, l'arrache et l'emporte dans le temple du dieu, son obscur refuge. Là, mesurant le sol de sa masse énorme, il rend dans un sifflement son âme implorante sur les autels vénérés. Je ne peux que vous inviter à lire l'ensemble de l'épopée de Stas. Vous y découvrirez bien des épisodes entre la vie d'Édipe et l'histoire d'Antigone que l'on connaît bien. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de la série estivale présentant les jeux panhelléniques et les mythes qui leur sont associés. Vous retrouverez pendant les Olympiades des épisodes spéciaux pour chaque grand concours, et nous prendrons le temps d'observer leur histoire, ou plutôt leur mythe fondateur, au cours de ces petits épisodes. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.